Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur NCI. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Ce soir, on s'intéresse essentiellement à la santé de l'école ivoirienne. On essaiera de faire le diagnostic du système éducatif ivoirien à la lumière du dernier rapport PASEC, un rapport qui fait plus de 400 pages. Il apporte plusieurs critiques, notamment sur les systèmes éducatifs des pays de l'Afrique subsaharienne, francophone, la Côte d'Ivoire y est citée. Évidemment, il est impossible de faire le diagnostic de notre système éducatif dans une seule émission de 90 minutes. Celle-ci n'est que la première partie. Nous remettrons notamment le couvert les semaines à venir avec une série d'émissions consacrées à l'école ivoirienne. Notre affaire à tous. Et justement, pour en parler ce soir, je reçois pour vous chez vous professeur Ténin Touré Diabaté. Elle est enseignante-chercheur, elle est sociologue. Docteur Isiaka Diakité Kaba, il est enseignant, écrivain, consultant en éducation. Monsieur Sylvain Agnero, il est parent d'élèves. Thiebi Hélène, elle est présidente d'ONG, l'ONG Joie de Donner. Madame Sepi Emanadej, épouse Diabagaté, présidente du réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire, le REDICI. Et enfin, M. Mohamed Berté, il est le président de l'Abolici, l'association des bouquinistes et libraires de Côte d'Ivoire. Bonsoir à vous, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Bonsoir. M. Ali. L'école ivoirienne était au cœur du dossier de la rédaction cette semaine. Officiels, parents d'élèves, observateurs et acteurs du secteur se sont prononcés suite au programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen, le PASEC 2019, diffusé il y a quelques jours, qui a souligné des insuffisances de notre système éducatif. Un rapport qui avait suscité une vague de réactions, surtout sur les réseaux sociaux. Un sujet de Salif Yalekoué, Fulgence Kissiedou, Tanguy Conan. Et on ouvre le débat juste après. L'école ivoirienne va mal. Une phrase qui est devenue une maxime populaire, aujourd'hui retracée dans un document officiel, une évaluation du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie. Confémen, un document de plus de 400 pages interprété différemment. Sur les réseaux sociaux et dans les rues abidjanaises, les commentaires vont bon train. On dénonce le système, on accuse les autorités en charge de l'école ivoirienne. Les fins, pour ne pas dire les congés scolaires, le gouvernement prend des décisions et il y a, que ce soit des responsables d'établissement ou des élèves qui prennent d'autres décisions. Bon, où on va? Un enfant qui sort de chez lui, qui se met à lancer des cailloux sur un bus, bon, ça c'est pas l'État. Qu'est-ce qu'il a été, quel conseil cet enfant-là a eu de ses parents? Le niveau a baissé. Bien vrai que nous aussi, on a nos parts de responsabilité, mais il faut dire que les enseignants aussi ont leur part de responsabilité et les parents aussi, eux aussi, ont leur part de responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, quand on nous parle des cours en ligne, moi je suis à la maison, je fais un cours en ligne, je ne comprends pas quelque chose. Je fais comment? Je pose la question à qui, je demande à qui? Personne. Moi, si je viens à l'école et on m'évalue, sachant que je n'ai pas compris quelque chose. Les enseignants et acteurs de la société civile, qui reconnaissent également leur responsabilité dans cette situation chaotique de l'école, en appellent à une plus grande concertation au-delà des polémiques. Chacun a sa part de responsabilité dans ce rapport. Autour des années 2000, l'État de Côte d'Ivoire s'est engagé et a ratifié un certain nombre de textes qui font la promotion de l'éducation pour tous. Et donc, à partir de là, il fallait donc prendre en compte plusieurs paramètres. Donc, on va quitter le domaine de la sélectivité en matière de réussite scolaire pour faire une part importante justement à la promotion. Donc, ça veut dire qu'il faut revoir aussi la politique de la promotion qui est mise en place. Il serait opportun pour l'État du Côte d'Ivoire d'inviter tous les acteurs nationaux, comme nos partenaires qui nous aident, à une rencontre de réflexion. Et pour moi, c'est vraiment important de le faire. Du côté du ministère de l'Éducation nationale, contrairement à l'appréciation populaire, l'on se félicite de ce rapport. La question
a été évoqué par la première responsable de l'école ivoirienne lors d'une remise de véhicules à ses collaborateurs lundi. Grâce à vos initiatives personnelles et votre conscience professionnelle, les indicateurs de performance de notre système éducatif se sont nettement améliorés. J'en veux pour preuve les résultats des différents PASSEC de 2009 à 2019. La Côte d'Ivoire est le pays qui investit le plus en matière d'éducation. Malheureusement, ce que nous avons noté, c'est que le ministère fait sa part. Mais là où nous pêchons, c'est que le suivi des élèves, l'accompagnement nécessaire des parents, ma foi, souvent laisse à désirer. Les responsabilités partagées, c'est ensemble que tous devront agir pour le bien-être de l'école, pour l'amélioration des performances à la prochaine évaluation. Alors, je tiens à préciser, avant d'ouvrir le débat, que nous nous sommes rapprochés du ministère de l'Éducation nationale pour qu'ils participent à cette émission. Ils ont décliné l'offre d'aujourd'hui, mais ont promis participer aux prochaines émissions sur l'école. Donc, on espère les avoir le dimanche prochain pour le prochain numéro sur cette série d'émissions. Messieurs, dames, vous venez de suivre ce reportage, ce dossier de la rédaction, sur fond du rapport PASSEC. Comment vous avez accueilli ce rapport, professeur ? Merci, M. Diarasouba. D'abord, je me suis posé la question de savoir, c'est quoi l'école? L'école, c'est le lieu où on apprend. L'école ne doit pas être un sanctuaire. L'école doit être ouverte. Donc, c'est un système de formation ouvert sur son environnement socio-économique. Si nous sommes d'accord sur ce principe, nous disons que l'école, alors, a une forme institutionnelle. Donc, il y a l'école républicaine, il y a l'école parallèle, donc il y a l'école de la rue, l'école dans la rue, il y a l'école en tant que société, il y a l'école en tant que famille. Alors, parce que la famille est une institution. Absolument. Intéressons-nous à l'école en tant que lieu d'apprentissage académique, si vous voulez. D'accord. Alors, l'école en tant que lieu d'apprentissage académique, qu'est-ce que nous devons de prendre en compte? C'est toutes les parties prenantes. Je dis, l'école, c'est le lieu où l'on apprend. C'est toutes les parties prenantes. Tous les acteurs, publics, privés, collectivités locales, etc. C'est ça l'école. Alors, pourquoi? Parce que si l'école s'ouvre sur son environnement socio-économique, parce que tout simplement, cette école doit tenir compte des exigences de son milieu. Alors, si vous faites la promotion de l'école sans prendre en compte le village, sans que le village ne s'intéresse à l'école, comme dirait le professeur Kizerbo, ben, vous mettez l'école en termes d'un kyste au niveau de la société. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'école, c'est une affaire inclusive. Ah ben, tout à fait. Tout à fait. Certes, il y a l'État, mais je dis encore, c'est toutes les parties prenantes. Absolument. C'est la famille, c'est la communauté, c'est la société. L'école, c'est le miroir de la société. On essaiera, autant que peut se faire, de toucher les responsabilités de chacun dans ce système-là. Docteur Diakité Kaba Isiaka, comment vous réagissez à ce rapport? Je suis vraiment content qu'il y ait professeur, une sociologue sur le plateau, parce que ça va nous aider beaucoup à voir l'impact. Parce que l'école n'est pas un îlot perdu quelque part. Il y a ses liens avec la société. Et quand, par exemple, le dernier intervenant dans la vidéo dit que le ministère fait ce qu'il peut, et j'ai noté, le suivi des parents laisse à désirer, je suis surpris de cette... Pourquoi? De cette affirmation. Avant que l'enfant n'aille à l'école, il vit quand même avec ses parents à la maison. Exactement, mais quand on dit que le suivi des parents, venant du ministère, le suivi des parents laisse à désirer, c'est comme une situation d'impuissance du ministère lui-même. Alors que on peut connecter les parents à l'évolution de l'école. Si on estime, par exemple, qu'il y a des parents qui ne sont pas alphabétisés,
le ministère peut créer et soutenir des programmes d'alphabétisation. Et l'impact de l'alphabétisation au niveau des parents non alphabétisés peut aider l'enfant à évoluer dans le système scolaire. Alors, c'est une très belle idée que vous développez, mais j'ai envie de vous dire, on a déjà suffisamment beaucoup de problèmes dans l'école. Si vous devez en rajouter un autre... Enfin, non, il y a des systèmes d'alphabétisation qui existent. Est-ce que ces systèmes-là sont popularisés? Est-ce que les parents qui ne sont pas alphabétisés ont accès à ces systèmes pour pouvoir aider leurs enfants à la maison? Parce qu'il faut le reconnaître, je pense que le PASEC en parle. Il y a de nombreux parents qui ne sont pas alphabétisés. Et cela a un impact sur le suivi des enfants. Pour moi, au lieu de dire que l'apport des parents laisse à désirer, qu'est-ce que le ministère fait pour aider ces parents non alphabétisés à rentrer un peu dans le système au lieu de les laisser en dehors du système? Il y a des programmes d'alphabétisation qui existent, hein, et qui peuvent prendre en compte ces parents, parce que c'est les plus nombreux. Les plus nombreux, ce n'est pas les enfants qui ont des parents qui sont instituteurs, ce n'est pas les enfants qui ont des parents de la classe moyenne. Les plus nombreux, ce sont les parents non alphabétisés. Il faut leur donner les moyens de suivre leurs enfants. Ce que vous dites est très intéressant. Est-ce qu'on est tous d'accord sur ce plateau que l'éducation de l'enfant commence à la maison, dans la famille, par la mère notamment? Et donc, si on veut aller dans votre sens, docteur Diakité Kaba, il faut que les parents eux-mêmes soient alphabétisés. Il faut qu'on les aide. Suivre, oui, qu'on les aide, oui. C'est cela. Oui. Alors, Madame Sepi Emma Nadège, vous qui êtes la présidente du réseau des dynamiques institutionnelles de Côte d'Ivoire, vous êtes en même temps une mère. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens s'accordent à dire que le niveau des enfants n'est pas bon. Quelle est votre responsabilité? Oui, effectivement, on le dit souvent et nous l'avons constaté, l'école ivoirienne va mal. Et en tant qu'acteur de ce système-là, il était important pour nous de donner notre part de communication pour voir dans quelle mesure endiguer ce mal. Et donc, pour revenir à votre question, nous croyons que nous devons tous nous impliquer. Et selon ce que le docteur Isiaka vient de dire, l'éducation, déjà, elle commence à la maison. Les enfants, avant de partir, avant d'être à l'école, ils sont avec des parents, ils sont avec des adultes qui sont censés les encadrer, qui sont censés leur donner quand même la base au niveau de l'éducation avant qu'ils n'intègrent l'école. Et donc, moi, je pense que l'éducation commence déjà à la maison avec les parents d'élèves avant que les enfants ne soient, confiés aux enseignants que nous sommes. Donc vous êtes d'accord avec le directeur de cabinet du ministère qui dit que les parents n'assument pas totalement leurs responsabilités? Il faut dire certains parents, on ne va pas généraliser. Oui, on ne va pas généraliser, mais dans ce mal, comme je viens de le dire, les responsabilités sont partagées. Il y a la part de l'État, il y a la part des enseignants, il y a la part des parents d'élèves, il y a également la part des élèves eux-mêmes, des apprenants. Bien sûr. Et donc les responsabilités sont partagées. Je crois qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Professeur, vous voulez apporter un additif? Oui. Vous aviez dit tout à l'heure que la famille reste le creuset. Absolument, de la société. De la société. C'est vrai. Mais il faut dire que dans ces familles, il y a plusieurs types de familles. Ces enfants que vous voyez sont souvent de familles recomposées, des familles migrantes, des familles nucléaires, des familles monoparentales, où c'est seule la mère qui élève son enfant, ou alors c'est seul le père qui éduque son enfant. Donc, tous ces facteurs ont un impact sur les enfants qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte. Je disais tantôt que si le village s'intéresse à l'école, l'école doit s'intéresser au village. Mais je rejoins le jeune frère Kaba, qui disait qu'effectivement, il y a une forte majorité des parents qui sont analphabètes. Certes, mais il faut faire en sorte que ces parents s'intéressent à l'école. C'est une partie prenante de l'école. Ce n'est pas parce qu'on est analphabète qu'on ne regarde pas ou on socialise son enfant. Donc, il y a des choses à faire. Il y a des choses à prendre en compte avec toutes les parties prenantes, je le répète. Très bien. Monsieur Aniro, vous qui êtes parent d'élèves, alors l'État dit, nous on fait ce qu'on peut, mais il faut que les parents d'élèves prennent leurs responsabilités. Réaction? Oui, ce que je voudrais dire, c'est que l'interpellation du ministère à travers son directeur de cabinet, je pense bien, ce n'est pas une manière d'imputer la responsabilité de la baisse. C'est de situer quand même la responsabilité de chacun.
c'est de situer en appelant celle des parents qui, je pense, à mon sens, le ministère invite plutôt les parents à s'impliquer davantage. Ce n'est pas pour leur imputer la totalité de la responsabilité du problème. Et effectivement, le rapport le dit, les parents, la famille fait partie des acteurs du système ivoirien. Et s'il y a un problème tel que la baisse du niveau, qui est la question, qui est le sujet, je pense que les parents doivent se sentir interpellés. Mais l'implication des parents nécessite aussi une action complémentaire des pouvoirs publics. Je vais dire, l'État doit aussi créer les conditions qui doivent aider ou bien favoriser l'implication des parents dans l'enseignement des élèves. Je pense qu'à la suite des débats, nous pouvons développer, lorsqu'il s'agira de ce qu'il faut faire, des solutions à apporter pour ne serait-ce que penser à améliorer le système. Madame Thiebi-Hélène, vous êtes présidente de l'ONG Joie de donner. Comment vous réagissez à ce débat sur l'école ivoirienne suite à ce rapport du PASEC? Bon, suite à ce rapport, il faut dire que certes, les responsabilités sont partagées, mais la réalité, c'est que les parents qui ne sont pas instruits agissent souvent difficilement sur le résultat de leurs enfants. Parce que quand un parent n'est pas instruit, qu'on lui dise que l'enfant qui est en 6e doit reprendre sa classe, il n'a rien à dire. Mais généralement, les parents qui posent problème en tant qu'enseignante, ce sont ceux qui sont instruits, qui souvent essaient d'intervenir pour que l'enfant passe en classe supérieure. C'est eux qui essaient d'aider les enfants et c'est ce qui donne le résultat final qu'on a, que des enfants aillent en classe supérieure qui n'ont pas le niveau. Sinon, vous verrez qu'au village, dans les zones où les parents ne vont pas au travail, qui ne savent ni lire ni écrire, les enfants reprennent les classes sans problème, de sorte à ce qu'il y a une mise à niveau qui est faite. Mais ceux qui sont instruits ne font pas leur part de travail. Très bien. C'est ça. Monsieur Berthet? Oui. Pour nous, c'est clair, puisque nous sommes les acteurs du système. Et à notre niveau, c'est qu'aujourd'hui, les enseignants ont démissionné, si on veut dire cela, parce que nous sommes... Enfin, on a l'avantage d'avoir des enseignants sur le plateau. Ils nous diront pourquoi ils ont démissionné. Puisque aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que pendant la rentrée, les établissements se transforment en librairie et les enseignants deviennent des libraires. C'est-à-dire qu'il y a une véritable dimension mercantiliste du rôle des enseignants aujourd'hui qu'on ne comprend pas. Vous nous l'expliquerez. Oui, parce que aujourd'hui, comment nous comprenons que pendant la rentrée, les établissements se transforment un coup en marché. Tout le monde veut faire du business. Et ce marché a 3 volets. Il y a le premier volet que l'école même organise la vente des ouvrages dans les établissements avec la complicité de certains éditeurs qui sautent carrément la chaîne de livres pour aller déposer les ouvrages dans les établissements. Et vous verrez sur la liste de fournitures, tous ces livres-là sont vendus dans cet établissement. Tu n'as même pas droit à payer un bic dehors. Et ça, c'est le premier volet. Maintenant, le deuxième volet, c'est qu'il y a un enseignant qui rentre en classe, qui compte ses élèves, et il présente son document, soit le document officiel. Il dit, ce document-là, n'achète pas dehors. C'est moi seul, je suis habilité à vous vendre ces documents-là. Et du coup, les enfants sont obligés de payer ce document-là avec cet enseignant. Au risque de se voir mettre dehors, par exemple. Oui, bien sûr. Et même, ces enseignants même menacent nos enfants avec ce document-là, en leur disant que si l'enfant paye avec lui, il lui fait plus. S'il ne paye pas avec lui, il lui fait moins. D'accord. On vous a bien compris. Vérifié, madame. Alors, il y a une enseignante qui dit que ce n'est pas vrai. On laisse réagir rapidement. Quelques cas isolés. Moi, je crois que le sujet qui nous réunit ici, nous parlons de
l'école ivoirienne. Oui, bien sûr, ça fait nous avons partie, fait le bien sûr. constat, l'école va mal. Oui, ça fait mal. Monsieur, moi, le Librège, comme l'impression que vous faites plus, vous posez plus vos revendications pour améliorer peut-être... D'accord, on va recentrer. C'est une réalité. Pas déjà, dans un premier temps, jeter la pierre aux enseignants. C'est une réalité, madame. Alors, moi, je suis libraire, ça fait près de 35 ans. Je sais de quoi je parle. Monsieur Berthet. Moi, je suis un parent d'élève. Oui. Monsieur Berthet, aujourd'hui, ces mêmes enseignants-là, aujourd'hui, quand nous, en tant qu'acteurs, quand nous donnons nos livres à nos enfants pour aller à l'école, ils sont sassés. Monsieur Berthet, Berthet. dire que non, c'est moi seul, je vends ces documents-là. Alors, on va recentrer le débat. Monsieur Berthet, s'il vous plaît, c'est moi qui distribue la parole, monsieur Berthet. On va recentrer le débat. À tous, j'ai envie de vous poser une question. Oui. Est-ce que la crise de l'école en Côte d'Ivoire ne révèle pas une crise de valeur dans ce pays? Parce qu'un enseignant qui s'adonne à ce que M. Berthet indique là, est-ce qu'il n'y a pas un problème de valeur à la base? Est-ce que les parents eux-mêmes portent aujourd'hui des valeurs? Est-ce que les enseignants aussi? Parce que ce sont ces valeurs-là qu'on inculque aux enfants. Si ceux qui sont censés inculquer ces valeurs ne les ont pas, je ne parle pas, je ne généralise pas, finalement, il ne faut pas s'attendre à un miracle chez les enfants, oui? Bon, au niveau des documents dans les établissements, moi, je parle en tant qu'enseignante et puis parent d'élèves. J'ai plusieurs fois décrié ce fait-là. Parce que quand on arrive aujourd'hui dans l'école, ça fait qu'on ne peut pas suivre les enfants à la maison. Vous voyez, cette année, vous arrivez dans une école, il y a un document EDHC qui n'est pas vendu sur le marché. De sorte à ce que l'enfant va acheter le document EDHC qui a été conçu soit par un CE, il achète le document à 5 000. Histoire géo, 5 000. Anglais, 5 000, jusqu'à toutes les matières. Là où on est censé être dans une école qui est gratuite, jusqu'à l'âge de 16 ans. L'école est gratuite comme ça. C'est avec la complicité des fondateurs. Je me suis demandé si le ministère était aussi informé de ce qui se passait. Et chaque année, c'est la même chose. De sorte à ce que même quand l'enfant finit la 6e, l'année prochaine, son frère qui arrive en 6e, on ne peut pas travailler avec le même livre. On va laisser terminer, M. Berthet. Voilà. Et chaque année, c'est des choses qui se répètent. À la maison, on ne peut pas travailler avec les enfants parce que c'est juste 3-4 exercices par leçon. Or, les documents qui sont sur le marché, on a peut-être 30, Quand vous dites les 40 documents exercices. qui sont sur le marché, vous faites allusion aux documents officiels. Voilà, les documents officiels. Et puis, vraiment, ça revient, non seulement ça revient cher, mais en vacances, on ne peut pas travailler avec les enfants. Tu as un enfant qui a eu l'entrée en 6e, mais comment étudier avec lui? Parce qu'on ne sait même pas quel est le document qui sera vendu. Ce n'est pas normal. Très bien. C'est pas normal. Oui, M. Agnero. Oui, M. Ali, en fait, j'ai peur qu'on dévie un peu le débat ou bien on perde un peu le sujet avec cette question des livres. J'avoue, je comprends bien la préoccupation de M. Berthet, c'est un élément, mais la question que je me pose, est-ce que c'est parce que les enseignants font des fascicules, vendent des fascicules aux élèves dans les établissements? Est-ce qu'il y a des livres qui sont vendus hors du marché officiel, que les élèves ont de mauvaises notes, qu'il y a il y a une baisse du niveau de l'école? Est-ce que c'est ça le problème? Je ne pense pas. Alors, allez-y. Maintenant, pour revenir au problème même, pourquoi les enseignants vendent des fascicules dans les écoles? Pourquoi il y a des marchés parallèlement, ou bien des livres parallèles? Je pense que cela interpelle un peu les autorités publiques. C'est les autorités publiques en charge de l'école ivoirienne, y compris donc le marché des livres, des fournitures scolaires, qui doivent essayer d'organiser et assainir ce milieu. Il ne s'agira pas... Je pense que jeter la pierre totalement et définitivement aux enseignants parce qu'ils vendent des fascicules ne résoudra pas le problème. Il faut porter le problème pour tout. Très bien. Alors, moi, je reviens... souhaite vraiment qu'on revienne au thème du débat. C'est ce qu'on fait là. C'est ce qu'on fait là. Alors, moi, je parlais tout à l'heure de crise de valeur en Côte d'Ivoire. Professeur, allez-y. Tout à fait. Il faut reconnaître que nos sociétés ont des convulsions inquiétantes liées au temps. Je vous ai dit tout à l'heure que l'école, c'est le miroir de la société. Certainement, nous allons en débattre dans d'autres circonstances. Mais aujourd'hui, lorsque vous aviez des enfants qui sont pressés d'aller en congé, pour certains, c'est la recherche du gain. Ils ne vont pas perdre le temps. Vous voyez, très souvent, on se pose la question, pourquoi ils veulent aller? Ils vont avant la date de fermeture de l'école, ils vont aller avant la date des congés. Mais c'est cette recherche de gain-là. Nous sommes en train de parler de certains qui font des fascicules pour vendre. C'est cela, ce gain-là, cette rapidité du gain. Vous savez, nos grands observateurs, c'est les enfants.
C'est eux nos évaluateurs. Les adultes, ce sont les enfants qui font notre évaluation. Donc tout ce qui se passe à l'école, tout ce qui se recrée à l'école, c'est les adultes qui sont. Nous sommes les premiers mis en cause. Ça, c'est un. La crise des valeurs, c'est exact, M. Yarasuba. Il y a une crise des valeurs. Les valeurs socioculturelles font partie du développement endogène d'un pays. Quand vous perdez votre culture, on nous dit très souvent, comme dit Ferdinand Henriot, la culture, c'est ce qui nous reste quand on a tout oublié. Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? Courir après le gain? L'éducation au rabais? Mais non, il faut que nous nous ressaisissons en tant que famille, en tant qu'école. C'est de cela qu'il s'agit. C'est véritablement une crise de valeurs générales dans la société. Généralisée dans la société. Je reviendrai à vous, M. Berthet, tout à l'heure. Docteur Diakité Kaba, vous voulez réagir tout à l'heure? Moi, la question, comme M. Agnero, en me fondant sur les résultats du PASSEC, les questions que je me pose au-delà du problème des bouquins, au-delà du piratage des livres, je suis écrivain, je suis même victime de ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour, par exemple, améliorer les performances des élèves dans les matières qui ont servi à faire l'étude du PASSEC, mathématiques, lecture et sciences. En fait, c'est ce qui m'intéresse. Qu'est-ce que les instituteurs doivent faire, puisqu'on parle de l'école primaire, qu'est-ce qu'il faut faire pratiquement pour améliorer ces performances-là, au-delà de l'environnement de l'école. En classe, qu'est-ce que l'enseignant doit faire pour essayer de combler ces déficits au niveau de l'apprentissage? Alors, parlant des solutions, justement, j'ai envie de vous poser la question concernant une matière qui a été supprimée, pour ne pas dire suspendue, la dictée à l'école. La dictée, oui. Je me souviens que la dictée, nous a permis d'améliorer notre écriture, d'améliorer notre vocabulaire et tout le reste. Depuis quelques années, la dictée n'existe plus. Est-ce que, entre autres solutions, ce ne serait pas bien de ramener la dictée? Bon, ça, au niveau pédagogique, à mon avis, il y a un problème de formation des enseignants. Pour améliorer l'école, il ne faut pas qu'on oublie les enseignants. L'impression que j'ai ici, c'est que quand un instituteur arrive sur le terrain, il a 9 mois à passer sur le terrain, je ne vois pas beaucoup de formation pendant ces 9 mois. Qu'est-ce qu'il fait pendant ces 9 mois? Il enseigne, mais en principe, les formations continues pendant l'année scolaire aident l'enseignant à aider les enfants, que ce soit à l'école primaire, que ce soit au secondaire. Il est fondamental qu'il y ait des centres de formation qui, à côté du CAFOP, puissent régulièrement aider ces enseignants sur le terrain. On me dira qu'il y a des inspecteurs qui vont sur le terrain, mais on sait ce que c'est. J'ai été prof de lycée dans les années 90 à Bongouanou. La formation continue. Quand vous dites on sait ce que c'est, dites-nous, on est sur le plateau. Parce qu'ils apparaissent au gré du vent. Il faut une formation des enseignants consistante au cours de l'année. C'est cette formation qui aide les enseignants à remanier leur pédagogie en classe. Alors, moi, je parlais justement tout à l'heure de pédagogie, on a parlé de la dictée. Vous êtes revenu sur un autre problème. Si, la dictée. Le problème de la formation des enseignants, on va en parler tout à l'heure. La dictée, c'est un élément fondamental. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, j'en discutais avec mon collègue Agnero. J'ai des étudiants en lettres modernes, en licence, qui ne peuvent pas faire un résumé de texte. Tout à fait. Et ça, c'est une réalité dramatique. C'est vrai qu'on parle de l'école primaire, mais au bout de la chaîne, dans l'enseignement supérieur, c'est effrayant. Donc, il y a un problème de pédagogie, il y a un problème de suivi, il y a un problème du choix du curriculum. Qu'est-ce qui est important à enseigner? Et comment on l'enseigne? Au début du processus, à la fin du processus, comment on évalue tout ça? Donc, la dictée, c'est un élément important dans la formation des étudiants. Nous tous, on a suivi des dictées. Les dictées m'ont formé. Mais souvent, il y a des décisions que le ministère prend pour éliminer un pan entier des processus d'apprentissage.
généralement, on ne sait pas pourquoi. Finalement, ça devient un genre de nivellement vers le bas. Très bien. On aura l'occasion de leur poser la question quand on les aura sur le plateau. Oui, M. Aniro. La question des titres, quand vous posez la question au ministère, moi, avant de venir sur ce plateau, j'ai pris soin d'appeler certains enseignants de mon entourage pour leur demander, mais est-ce que le preuve dictée, ça existe encore? Et ils m'ont répondu, oui, ça existe, mais sous une autre appellation. Et quand vous posez la question au ministère, je pense que c'est une question similaire comme ça qu'ils vont vous donner. Mais dans les faits, effectivement, la dictée est supprimée. Même si on veut justifier, la dictée est effectivement supprimée. Et je pense que c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur parce que c'est une matière pédagogique qui contribue vraiment à une formation de qualité des élèves, ne serait-ce qu'au niveau même de l'expression écrite et même orale. Quand vous prenez tous les rapports, que ce soit le rapport du PASEC ou bien d'autres rapports internationaux, sur quoi on se base pour faire, si vous voulez, pour faire l'enquête et produire cette enquête, produire ce rapport, il y a la compréhension écrite, donc la lecture, il y a les mathématiques et puis il y a les sciences. Alors, si en Côte d'Ivoire, on a pris soin ou bien on a eu le plaisir d'annuler la dictée, alors qu'on sait combien de fois la dictée est importante dans la formation. Voici une matière qui nous permet, ou bien une épreuve qui permet à l'enfant d'améliorer son vocabulaire, d'améliorer son expression écrite et orale, et de même de découvrir beaucoup de choses. Mais on a pris soin quand même de lui. Et je pense que c'est vraiment une grosse erreur. Et comme vous le dites, moi, je suis pour qu'on ramène cette épreuve-là dans les matières. Très bien. Madame Sépi, Madame Thier, vous qui êtes enseignante au primaire notamment, vous pratiquez la dictée avec vos élèves? Bon, en termes de matière, de discipline, le thème dictée n'existe plus. Mais il a été transformé, comme vous le disiez tantôt, par l'orthographe. Et pour revenir un peu à ce qu'il disait, je partage son avis parce que nous tous, lorsque nous faisions nos formations de base, nous avons expérimenté la dictée lorsque nous étions à l'école primaire. Et on peut dire que cette matière peut contribuer quand même à améliorer le niveau oral, le niveau de lecture des enfants. C'est cela. On peut le dire. Très bien. Oui, Madame Thiebi. Bon, je suis professeure d'allemand. D'accord. Voilà. Et il faut dire qu'aujourd'hui... Il faudra s'attendre à un « ish » quelque part au cours de l'émission. Juste une parenthèse, allez-y. Voilà. Aujourd'hui, on parle de dictée lacunaire. Et c'est ce qui fait que les enfants avancent avec des lacunes. Ils s'en vont. Parce qu'ils ont un texte. Dans le texte, on souligne 5 mots, par exemple. On leur dit, il faut voir comment les mots ont été écrits. Et ce qui n'est pas juste, il faut corriger. C'est-à-dire qu'il faut corriger le mot. Mais tout le reste qui est écrit là, qui vous dit que l'enfant aurait pu le faire lui-même? Il ne peut pas. Mais malheureusement, c'est ce qui est fait. Et puis quand on constate que même ces 5 mots qui ont été soulignés, l'enfant n'arrive même pas à corriger. Ça veut dire qu'il y a un drame. Et quand vous arrivez, je fais aussi EDHC en classe. Vous prenez les enfants... EDHC, ça rend bien clair, c'est l'éducation civique. Voilà. C'est cela. Éducation civique et morale. Exactement, c'est ça. Voilà. Donc, vous voyez, les enfants n'apprennent plus leurs leçons. Ils lisent simplement le cours parce qu'on ne leur pose plus les questions qui vont les emmener à réciter la leçon et à écrire des choses. Tu poses la question et tu mets 3 réponses. Tu mets 3 réponses et puis une sorte de QCM. Voilà, il va juste question cocher. À choix multiple. Voilà. Mais là où l'enfant a coché juste là, je vous assure, vous effacez, vous lui dites d'écrire, il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce qu'on ne leur demande plus de faire des efforts. Peut-être qu'on est en train de calquer le modèle occidental même, qui ne marche pas forcément. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Pas du tout, le modèle occidental même n'évolue pas comme ça. D'accord. Mais il y a beaucoup de QCM là-bas. On est bien d'accord. Le QCM à un certain niveau. Monsieur Diarassi, selon des approches différentes, selon des méthodologies différentes. D'accord. Ça n'a rien à voir avec ce que madame est en train de nous expliquer. D'accord, très bien. Oui, Monsieur Diarasouba, n'accusons pas le modèle occidental. Je n'accuse aucun modèle. Moi, j'essaie de faire des analyses comparatives. Oui, moi, je pense que c'est... Ce que nos 2 instituts disent, c'est dramatique. J'ai enseigné, comme vous le savez, j'ai passé 20 ans dans le système éducatif américain. C'est cela. J'ai enseigné à la maternelle. Vous êtes l'un des seuls Ivoiriens à avoir enseigné de la maternelle jusqu'à l'université. Jusqu'à l'université. Donc j'ai cette vision très aiguë
de l'évolution du système. Ça me permet de voir nos insuffisances. Je ne dirais pas que le système est parfait, mais cette position me permet de voir ce qu'on doit rapidement remanier ici. Je vous ai montré une de mes vidéos où je travaillais avec les élèves à l'école primaire. C'était dans cette école de New York qui a du succès. Jusqu'à présent, une école qui a pris des enfants des quartiers défavorisés de New York. Et l'école, son nom, je peux dire le nom sans publicité. Allez-y, il n'y a pas de problème. Success Academy. C'est une dame qui a créé cette école pour démontrer que les enfants venant des quartiers défavorisés peuvent fournir les mêmes performances que les enfants de la classe moyenne qui ont les parents aisés. Et elle a commencé par une seule école. Aujourd'hui, elle a plus de 45 écoles. Elle a des franchises, comme on le dit, qui essaient de s'installer ailleurs. Pourquoi ça marche là-bas? Pourquoi ça marche là-bas et pas ici? Lecture, dans le système américain, on ne fait pas de dictée. Mais il y a tout un ensemble d'outils pédagogiques qui remplacent la dictée. Il y a la lecture intensive. La vidéo que je vous ai montrée, je prends le matin à 8 h à l'école, on appelle ça Reading Circle, cercle de lecture. C'est systématique. Le matin, dans toutes les écoles? Dans toute la chaîne de cette école, que ce soit à Bronx, que ce soit à Rhode Island. Oui, l'école, ils ont le même emploi du temps. Et on sait qu'à Bronx, à 8 h, tous les professeurs prennent un livre, ils prennent 4 ou 5 élèves. Nous sommes à l'école gens primaires, un peu maternels. Ils s'asseyent dans un couloir. Pendant 15 minutes, le prof fait de la lecture intensive avec 4 tous les matins. Tous les matins, c'est systématique. Pourquoi on le fait? Ça inculque le réflexe de la lecture aux enfants. Et que vous soyez prof de maths, que vous soyez prof de sciences, dans cette école, j'enseignais français et le jeu d'échecs. Parce que dans cette école aussi, le jeu d'échecs que vous connaissez était un outil pédagogique. J'enseignais le jeu d'échecs parce que je suis coach certifié de la Fédération américaine de jeux d'échecs. J'ai développé tout un curriculum sur le jeu d'échecs. Donc cet exercice apparemment simple inculque la lecture aux enfants. Et dans cette école, vous aviez des parents d'immigrants. J'ai rencontré des parents d'Ivoiriens, de Guinéens, qui sont immigrants aux États-Unis, chauffeurs de taxi, certains qui ont quitté le pays, ne savent pas lire. Mais à l'école, l'encadrement, la lecture systématique, l'écriture systématique permet à ces enfants d'évoluer. Mais si ici, chez nous, on élimine ces outils, mais on est en danger. Donc, comme solution, la lecture systématique, l'écriture systématique dans l'ensemble des écoles. Oui, professeur? Oui. Je viens de terminer une petite étude dans les entreprises. Mais tous s'élèvent contre, justement, l'absence de cette dictée. Parce qu'ils ont des cadres qui n'arrivent plus à faire des rapports. Parce que c'est ça. C'est la chaîne de l'éducation, ça. Des cadres? C'est pas seulement... Des cadres qui peuvent pas faire de rapports, c'est bien ce qu'elle dit. Vous êtes surpris? Vous voyez? Pas trop. C'est-à-dire, pas trop, oui. Et nous devons tellement mettre l'accent là-dessus, sur justement l'importance de la dictée, que le Nouchi, malheureusement, fait du chemin dans notre pays. Ou le langage abrégé. Le langage abrégé qu'on appelle. SMS et tout le reste. Tout à fait, merci. Oui, on retrouve dans nous les qui avons textes l'enseignement supérieur. Oui. Mais vous ne pouvez pas lire certains devoirs. Oui. Il faut le dire. Parce que l'éducation, l'école, ce n'est pas seulement le primaire, ce n'est pas seulement le secondaire, c'est le supérieur. Bien sûr. C'est le cadre de demain, c'est le citoyen de demain. C'est le bout de la chaîne. C'est le bout de la chaîne. Je crois qu'il faut voir la chose à travers cette lucarne pour renforcer les capacités. Et quand nous en parlons, nous nous remettons aux premières heures de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, où on parlait de développement du capital humain. Avec les écoles, avec les internats, avec les moyens de transport. Malheureusement, tout ceci s'est désagrégé dans les années 80. Il faut revenir aux internats. Il faut revenir à la prise de conscience, je dirais même, au changement de mentalité, parce que nos problèmes sont à ce niveau.
des changements de mentalité. Nous pouvons faire tout un système de développement. Mais si le mental ne suit pas, nous serons à côté de ce que nous voulions faire. Il faut que nous revenions aux valeurs. Les valeurs. Et ces valeurs commencent par là. Quand vous faites une lecture intensive, qu'est-ce que c'est? Vous mémorisez. Vous mémorisez. Vous vous dites, je n'ai pas compris quelque chose, je dois apprendre. Mais aujourd'hui, certains de nos enfants ne se mettent pas en cause. D'ailleurs, en plein cours, ils vont sur le net pour voir si ce que vous êtes en train de dire est juste. Parce que l'instituteur, le professeur, n'est plus le diseur de vérité. C'est fini. Donc, je crois que c'est tout ça qu'il faut remettre. Il faut accepter de se remettre en cause. Les autres se remettent en cause pour avancer. Il faut que nous avancions avec cela. C'est vrai que dans les années 2001, nous avons eu le NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Mais il y a eu des insuffisances pour réfléchir sur notre système éducatif africain. Il faut le faire. Il faut revenir là-dessus. Et c'est pour cela que NCI ouvre le débat et la réflexion sur ces questions-là. Oui, y a-t-il d'autres solutions que vous pouvez proposer, notamment pour améliorer le niveau des élèves, M. Agnero? Oui, les solutions, on peut en citer. Notamment au niveau de l'école primaire. On a commencé déjà par indiquer qu'il faut ramener la dictée, il faut intensifier la lecture. Est-ce qu'il y a d'autres solutions que vous pouvez proposer ce soir? Ali, il y a un terme qui revient régulièrement dans les propos de Madame la professeure. Et même, vous avez posé la question, est-ce que le problème de l'école aujourd'hui n'est pas une crise de valeurs? Madame le dit si bien. Effectivement, c'est un problème de valeurs. Mais au-delà même des valeurs sociales, des valeurs morales, quelle est la valeur même qu'on donne à l'école, à l'institution école? Pourquoi on va à l'école? Quel est le sens qu'on a à l'école? Ça, c'est une belle question. Je me demande si tous les parents d'élèves se la posent. Voilà. Parce que quand moi je vois les pratiques... Avant que vous n'alliez plus loin, il se dit, je n'en ai pas fait l'expérience, mais il se dit que certains parents d'élèves envoient leurs enfants à l'école parce que le petit garçon ou la petite fille à la maison sont très turbulents. Donc, c'est bon de savoir l'essence de l'école. L'essence qu'on donne à l'école. J'ai suivi des spots vidéo publicitaires d'une grande compagnie de la place et on faisait dire dans cette vidéo aux enfants, non, je vais à l'école pour demain avoir beaucoup d'argent, pour demain pour être riche. C'est cette valeur qu'on inculque aux enseignants qui contribue à la dégradation de la qualité du système ivoirien. Qu'est-ce que je veux dire? Pour moi, l'école, on va à l'école non pas pour forcément manger. Je l'ai dit trivialement comme ça. Parce que quand on dit à l'enfant que va à l'école pour que demain tu puisses avoir à manger, il ne vise pas le rendement, il ne voit pas le rendement, mais il vise l'objectif qui est de manger. Pour moi, l'école, en tant qu'institution, on va à l'école pour contribuer à améliorer les conditions de vie de ses citoyens, de ses compatriotes. À être utile à sa société, d'abord. Et c'est pour cela on nous appelle des citoyens. Citoyens qui veut dire homme utile à la cité, donc à la société. Exactement. Mais quand, dans les pratiques, dans nos manières d'enseigner, on fait croire à un enfant que tu vas à l'école pour que demain tu puisses avoir à manger, tu gagnes à manger, l'enfant ne cherche plus la qualité. Il n'a aucune valeur, si ce n'est pas seulement la valeur du ventre, la valeur de manger. Je pense que c'est cette question de valeur-là qu'il faut inculquer aux enfants. Et ça, moi, je souhaiterais même que ça soit enseigné dans des cours, dès le bas âge, c'est-à-dire à la petite enfance, dans les maternelles. Parce qu'il faut mettre le curseur du mal, il ne faut pas le mettre au niveau du primaire. Ça peut commencer dès les maternelles, jusqu'au niveau supérieur. Et le problème, vous avez dit, c'est le miroir, l'école est le miroir de la société. Moi, je dirais plutôt même que l'école est le socle du modèle de société qu'on veut créer. Tout à fait. Si ce socle, à la base, a échoué, c'est normal qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une société où, comme Madame le dit, il y a des cas dans des entreprises ou même dans nos administrations publiques qui sont incapables de faire un rapport bien écrit, bien rédigé, bien compréhensible. Alors, pour la petite histoire, beaucoup d'amis se plaignent
du niveau très bas souvent des stagiaires qu'ils reçoivent en entreprise. Oui, tout à fait. Et donc il faut reprendre très souvent leur formation. C'est le reflet de l'état du système dans son ensemble. C'est pour ça qu'il faut poser le problème. C'est pour ça qu'il faut la remise en cause dont parlait tout à l'heure le professeur. La remise en cause. Accepter déjà qu'il y a des problèmes. Accepter, reconnaître qu'il y a des problèmes. Très bien. Madame Thierry. D'accord, vous avez parlé de solutions. Moi, je pense qu'il faut revoir un peu le niveau de certains enseignants. Quand on voit, comment dirais-je, les recrutements au CAFOP, depuis qu'on a dit qu'on peut aller au CAFOP avec le niveau BEPC, on a vu des gens qui ont juste, en guillemets, acheté le BEPC pour devenir instituteurs. Mais ils sont partis, à peine même s'ils tiennent. C'est des gens qui ont le BEPC, mais ils ne peuvent pas écrire une phrase sans faire des fautes. Mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils peuvent transmettre aux enfants? C'est compliqué. On a vu des enseignants qui écrivent le chat. Les enfants doivent recopier parce qu'ils ont vu le son chaud. Et il n'y a pas de T à la fin de chat. Et l'institutrice qui ne sait même pas que non, il devait avoir un T. Quand on l'interpelle, ah, il y a T ici. Ah, c'est que j'ai oublié. Parce qu'on les recrute comme ça. Donc, il faut revoir ça. Et la deuxième responsabilité, elle revient aux parents. Ouais, aujourd'hui, les enfants ne font plus d'efforts. Hein. Quand tu leur donnes un exercice de traduction, on va sur Google, ça ressort. Les dictionnaires ne servent plus à rien. Ils ont la traduction. Et en classe, pendant un devoir, il est incapable de te traduire une petite phrase. Exactement. Parce que les devoirs à la maison, tout se fait sur le net, Google Traduction. Les enfants passent trop de temps devant la télévision, les téléphones. Les enfants sont en 6e, ils sont CE2, ils ont des téléphones. Ils n'étudient plus. Et il ne s'épuise pas, il peut passer 2 heures de temps là. Mais quand on lui donne un cahier, à peine 5 minutes, il s'endort. Et ce sont des enfants également qui ont besoin d'être recadrés. Parce que quand à la maison, l'enfant a le dernier mot, je vous assure, en classe, on a du mal à lui inculquer certaines choses. Absolument. On ne peut pas le redresser. Très bien, je reviendrai à vous tout à l'heure, messieurs, dames. Ce sera juste après cette petite pause. Voilà, retour sur le plateau de NCI 360. Vous l'aurez compris, ce soir, on s'intéresse à l'école ivoirienne, qui est notre affaire à tous. Et en plateau, nous avons beaucoup de spécialistes et acteurs du secteur éducatif. En première partie de cette émission, avant la pause, nos invités ont donné quelques ébauches de solutions et Madame Sepi, Emma, a également des solutions à proposer. Oui, bien sûr. Et évidemment, nous voulons donner quelques solutions pour essayer de remédier à ce problème au niveau de l'école. Mais avant cela, je voudrais revenir un peu au propos de Madame la Présidente, Madame Thierry, voilà, qui a pris comme ça, pour exemple, une institutrice qui écrit chat santé. Bon, il faut dire que l'exemple me gêne beaucoup, me dérange énormément. Pourquoi? Parce que j'aurais souhaité qu'elle prenne plutôt l'exemple au niveau de elle, son corps de métier, au niveau de l'enseignement secondaire, parce que ce sont aussi des hommes, des êtres humains comme nous. Ils peuvent faire des erreurs. Je le dis, et donc j'aurais préféré qu'elle prenne plus. Enfin, je pense que c'est pas personnalisé. C'est juste un cas. Sur l'institut. Moi, je vois ça comme j'étais le discrédit sur. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord, Madame Sepi, qu'il y a des enseignants qui n'ont pas le niveau? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui, on peut le dire, ça peut arriver. D'accord. Ça peut arriver, mais bon, je ne souhaiterais pas qu'on balance ça. On jette l'opprobre sur toute la profession. Vous pouvez prendre un exemple sur l'enseignement. On vous a bien compris. On vous a bien compris. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Et non de prendre pour cas d'exemple une institutrice. Voilà, je crois que ça jette un peu le discrédit sur notre... D'accord, on vous a bien compris. Donc vous dites que ce n'est pas toutes les institutrices qui sont comme ça. Non, ce ne sont pas toutes les institutrices. C'est entendu. Allez avec vos solutions. Voilà, en termes de solutions, pour revenir un peu sur... je vais appuyer un peu la thèse de Madame le professeur qui disait qu'il faut conscientiser les enfants, dans un premier temps, en termes de solutions pour les enfants. Parce qu'un enfant qui va à l'école, il faudrait qu'il sache pourquoi il va à l'école. Je le disais dans trop de jeux, l'éducation commence déjà à la maison. À la maternelle, c'est vrai, on va inscrire l'enfant au niveau du préscolaire. Mais avant que l'enfant ne parte à l'école, on ne dira pas, bon, va à l'école, on se débarrasse parce que maman va au travail, papa va au travail, il n'y a personne à la maison. Non, il faut expliquer à l'enfant pourquoi est-ce qu'il va à l'école. Déjà, dans le préscolaire, mon enfant, ma fille, pourquoi est-ce que je t'inscris à l'école de base? Pourquoi est-ce que tu vas faire le primaire? Pourquoi est-ce que tu iras au secondaire, ainsi de suite à l'université? Je crois que l'enfant même déjà doit avoir une prise de conscience et de cette manière-là, il considérera l'école comme quelque chose de vraiment important pour lui-même, indispensable pour lui, que de dire comme ça, bon, je t'envoie à l'école parce que, bon, tout le monde va à l'école. Non. Et deuxièmement, en ce qui concerne les enseignants, ce que nous pouvons dire comme solution, c'est davantage, c'est-à-dire créer des séances de renforcement de capacité.
Ça se fait déjà avec des formations comme IFADEM, parce qu'après le CAFOP, comme monsieur le disait, il y a des formations complémentaires lorsque nous sommes sur le terrain, mais il faut le reconnaître que le temps matériel ne suffit pas pour le faire. Et donc, il faut enchaîner, il faut multiplier ces formations de renforcement de capacité et aussi motiver l'enseignant. Quand je dis motiver l'enseignant, c'est-à-dire tout ce que nous demandons en tant qu'enseignant, c'est un peu de reconnaissance de la part de la société, une reconnaissance au niveau des parents d'élèves, une reconnaissance au niveau même de l'État. Et c'est juste ce que l'enseignant demande, la reconnaissance de l'encouragement pour travailler. Parce que ce que nous faisons, c'est vrai, c'est un métier comme tout autre, mais on a l'habitude de le dire, c'est un sacerdoce. Parce que laisser l'éducation de ses propres enfants et se focaliser sur l'éducation des enfants d'autrui, avoir cela en esprit de telle sorte qu'à ce que l'enfant réussisse, moi je crois que bien au-delà d'être un métier, c'est un sacerdoce. Mais est-ce que la meilleure reconnaissance pour un enseignant, c'est pas justement de voir qu'il a contribué à former de bons citoyens? Bien sûr. Moi, pour la petite histoire, mes 2 parents sont enseignants, instituteurs à la base, et ils ont gravi ensuite les échelons. Il m'arrive de voir dans des pays à l'extérieur de la Côte d'Ivoire des gens qui me disent « Ah, mais tiens, ton père m'a enseigné. Oui. Je suis devenu ceci, cela, donc tu lui diras bien de choses de ma part. Tu lui remettras mon numéro. » C'est pas ça la plus grande reconnaissance? Ah oui, tout à fait. Quand je rapporte ces cas comme ça... C'est une fierté pour nous, je le dis. C'est une fierté pour nous parce que, comme on le dit, l'éducation, transmettre le savoir à un enfant, on ne peut pas... on ne peut pas rémunérer, on ne peut pas, je veux dire, évaluer la rémunération que cela peut donner. Mais bon, quand nous sommes face à des personnes, chaque fois qu'ils lancent la pierre, les enseignants sont indisciplinés, les enseignants n'ont pas une bonne formation, les enseignants n'ont pas de trucs. Bon, il ne faut peut-être pas le prendre personnellement, il ne faut pas le prendre mal. Pas personnellement, mais nous demandons quand même un peu de reconnaissance. Je pense que pour faire évoluer le système, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Parce que, bon, elle a dit que... Madame Thiebi était au secondaire, elle a fait une appréciation sur une institutrice et qu'il faut qu'elle reste dans son domaine. Je pense que les positions corporatrices ne feront pas avancer les choses. Moi, je suis enseignant à l'université, mais je pense que par rapport à mon expérience, j'ai beaucoup à dire sur l'enseignement primaire et secondaire, parce que j'ai aussi enseigné au secondaire. Ensuite, si on prend votre approche, c'est comme si un prof du supérieur ne peut pas avoir une appréciation sur le travail d'un instituteur. Donc, quand on prend ces positions, dans toute corporation, il y a des brebis galeuses. Peut-être qu'elle citait un exemple qu'elle a eu de quelqu'un qui ne sait pas faire son métier. Donc, je pense que elle a vite fait de préciser que ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Alors, M. Berthet, vous, puisqu'on parle là maintenant des enseignants, vous reprochez aux enseignants d'avoir transformé l'école en des lieux de business. Bien sûr. Et vous, ça n'arrange pas votre business, vous qui êtes libraire. Oui, bien sûr. Nous constatons tous que pendant la rentrée, il y a des établissements qui se transforment en librairie et les enseignants deviennent des libraires. Et ça, c'est un véritable problème pour notre école. Parce que... Un véritable problème pour votre business ou pour l'école? Oui, pour l'école, pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Expliquez-nous. Puisque les enseignants aujourd'hui, quand ils viennent, puisque je vous ai dit tantôt que ça a 3 volets, le premier volet, c'est que c'est l'école même qui organise la vente des ouvrages dans les établissements. C'est-à-dire, le fondateur ou le directeur de l'école, il est en contact avec certains éditeurs qui viennent les déposer ces ouvrages-là. Et lui, à l'administration, ils font la liste, et c'est bien mentionné sur les listes, vente à l'école. Ça, c'est un premier volet. Maintenant, le deuxième volet, c'est qu'un enseignant lui-même, il rentre en classe, un professeur, et il a un document, le document qu'il doit utiliser, si c'est français, il présente ce document-là à ses élèves. Il dit, ce document, c'est moi seul, je suis habilité à vous le vendre. N'achète pas dehors. Celui qui achète il s'expose à des sanctions. Il s'expose à des sanctions, c'est-à-dire moins. Mais si vous achetez avec moi,
on vous fait plus. Pour parler comme des Ivoiriens, si vous prenez mes bouquins, je suis gentil avec vous. Voilà. Si vous ne les prenez pas, je peux être un peu plus méchant. Tout à fait. C'est ça. Et ça, nos enfants sont menacés par l'achat de ces documents-là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils récoltent l'argent avec nos enfants. Et c'est maintenant, lui, il vient sur le marché aller chercher les documents. Souvent même, il se trouve que ce document même est manqué sur le marché. Mais puisqu'il a pris l'argent des enfants, il est obligé, il y a des enseignants même qui laissent le cours voyager, aller chercher les livres là pour venir distribuer à ses élèves. Souvent même, il n'en trouve même pas les livres et lui, il a cet argent-là. Il fait espérer les enfants. Alors, pour résumer ce que vous dites, voilà, c'est que le métier de libraire, c'est un métier à part entière. Oui. Et quand on est enseignant, il faut se consacrer à l'enseignement. Voilà. Il faut laisser les libraires faire leur métier. Voilà, Madame Thiebi, vous qui êtes... J'ai une question pour monsieur. Oui, allez-y. Je voulais savoir, ce commerce-là se fait par rapport à quel type d'ouvrage? Les livres de mathématiques ou bien les livres de littérature? Toutes les matières. Toutes les matières. Et ça, le troisième volet, je n'ai pas encore dit ça, c'est que c'est les fascicules. Puisqu'il y a des professeurs, ils utilisent les livres officiels. Oui. Mais il y a des professeurs aussi qui, eux-mêmes, ils confectionnent des fascicules. Et ces fascicules-là sont plus chers même que les livres officiels. La photocopie des livres. Ils font des paragraphes de ce document. Des fascicules avec des programmes qu'ils ont conçus. Voilà, ça dit quelques groupes de professeurs se mettre ensemble. Ça peut être des professeurs de mathématiques, comme professeurs de SVT, comme professeurs de physique. Ces documents-là sont présentés aussi à nos enfants au détriment des livres officiels. Et ces livres-là coûtent plus cher même que les livres officiels. Souvent, il y a des fascicules qui coûtent 6 000, 7 000, souvent même 8 000 francs. Là où peut-être le livre ou le document officiel même à 3 000, 3 500. Très bien. Voilà. Madame Thiebi, j'ai envie de vous poser une question directe. Vous enseignez l'allemand dans les lycées. Oui. Est-ce que vous avez élaboré des fascicules que vous vendez à vos élèves? Non. Pourquoi? Bon, je ne protège pas les professeurs d'allemand, mais jusque-là, je n'ai pas encore vu des fascicules en allemand. Mais vous avez vu des fascicules dans d'autres matières? Oui, j'en ai vu. Monsieur le libraire peut témoigner. En fait, en allemand, je n'ai pas encore vu des fascicules. Mais malheureusement, dans toutes les autres matières, il y a les fascicules. Moi, je suis parent d'élèves. Je me suis plusieurs fois rendue dans l'école de mes enfants pour aller me plaindre. Et qu'est-ce qu'on vous a répondu quand vous êtes plaint? Bon, ils me disent que non, le document que les enseignants vendent, c'est plus bon que ce qui est sur le marché. Ce qui est sur le marché, parce qu'ils prennent ce qui est sur le marché, ils récupèrent juste ce qui est important, parce que pour le marché, là, il y a trop de choses dedans. J'ai dit non, en fait, mais c'est le même. Et puis, voilà. Ne paye pas de droits d'auteur. Oui. Le ministère qui ne réagit pas. Selon ce que vous dites, c'est un business organisé. Voilà, c'est un business organisé. Ça ressemble à quelque chose d'organisé. Parce qu'en temps normal, moi, je pense qu'il doit y avoir un seul livre que le ministère va présenter. Qu'on nous dit cette année, en 6e, par exemple, c'est Go for English partout. Et puis, c'est fini. Mais le ministère ne dit rien. Et puis, chacun vient dire, voilà ce que moi j'utilise, voilà ce que moi j'utilise. C'est pas normal. Je vous donne la parole tout de suite. En deuxième position, il y a aussi, Madame l'a dit, le problème de valeur. Vous voyez, souvent, on a des enseignants qui sont là, c'est-à-dire, il arrive, il est à la porte pour les cours de renforcement. Les samedis ou dimanches, l'enfant vient, il donne 250 à l'enseignant, que ce soit le maître ou le professeur, et puis il rentre pour faire le cours de renforcement. Mais quelle image l'enfant aura de toi, le professeur? C'est pas normal, ça ne se fait pas. Oui. Ça ne se fait... Il ne doit pas avoir d'échange d'argent entre un élève et le réalisateur de cette émission me disait en off dans la préparation de cette émission qu'on lui a demandé de payer 6 000 francs pour que son enfant participe à l'examen blanc dans son école. Si, ça se passe. Finalement, mesdames, messieurs les enseignants, l'école est devenue un lieu de business. Oui. Madame Sepi, vous vouliez parler tout à l'heure? Oui, en fait, moi, c'était pour revenir à la question des fascicules. C'est juste pour préciser qu'au niveau de l'enseignement primaire,
nous ne concevons pas des fascicules pour les enfants. Au moins, c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est juste pour le moment. Mais madame, il y a certaines lignes. Et puis, concernant les ouvrages, s'il vous plaît, concernant les ouvrages dont parlait madame, je crois qu'à la rentrée, le ministère présente les ouvrages officiels qui doivent être utilisés au cours de l'année scolaire. Voilà, c'est vrai, peut-être des personnes... Oui, mais madame, ce que nous constatons, c'est que ces livres officiels-là ne sont pas pris en compte par les enseignants. Voilà, par certains enseignants. Voilà une liste qui sort à l'administration. Et le professeur, il vient en classe, il dit, parce que ce que madame a dit, c'est ça, puisque aujourd'hui, il y a plusieurs livres qui sont au programme. Nous ne savons même pas, on a affaire à quel livre. Moi, je vais... À des matières scientifiques. Monsieur Berthet, est-ce que ce ne sont pas des cas isolés? Est-ce que c'est généralisé? Oui, c'est généralisé, monsieur Yarasuba. Si vous voulez, vous êtes des journalistes, vous pouvez faire enquête partout. Et nous, on est tous des parents d'élèves. Personne ne va dire qu'il n'est pas au courant qu'on vend des documents, des fascicules à l'école. D'accord, très bien. S'il vous plaît, il y a effectivement, le ministère a fait sortir un document... homologué? Oui, je sais quand dans l'enseignement secondaire, où il y a la liste de tous les ouvrages. Et donc, on ne peut rien inventer. Si on dit à votre enfant d'acheter un ouvrage complémentaire ou supplémentaire, vous vérifiez la liste, on vous dit en classe de seconde, voici les ouvrages, comment on appelle ça, requis. Oui, les ouvrages officiels. Les ouvrages officiels, oui. Voilà. Et puis, il y a les ouvrages recommandés, tout ça là. Je pense qu'il y a une sorte, à côté de ce que le ministère fait, il n'y a pas de contrôle. Donc, il y a une sorte d'impunité. Oui, chacun fabrique sa liste à côté de la liste du ministère. Oui. S'il vous plaît, en fait, la solution qui peut découler de ce petit débat qu'on est en train de faire sur les ouvrages en milieu scolaire, c'est que le ministère accentue le contrôle. Oui. Le contrôle, non, mais pas seulement le contrôle, parce qu'assurer le contrôle, ça veut dire laisser faire. Mais non, pas forcément. Le contrôler, à la base, c'est pas nécessaire. Pour que si cette pratique existe, il faut prendre des mesures pour qu'elle n'existe plus. Et puis, si on peut mettre la main sur ceux qui le font, qui les pratiquent, il faut vraiment les sanctionner. Mais comment on sanctionne? On sanctionne comment? Mais c'est tout ça le contrôle. Vous savez, s'il y a les contrevenants, on les sanctionne. Parce que ça constitue quand même un environnement, ça fait partie de l'environnement scolaire. Bien sûr. Je ne pense pas que ce soit un élément favorisant à une meilleure qualité de l'enseignement. On ne sanctionne pas, on demande pardon. Bien sûr. Oui, professeur. Oui, je voudrais, à la suite de ce débat, dire tout simplement qu'il y a une tare qu'il faut relever. C'est l'impunité. Un contrôle suivi d'impunité ne peut pas être un contrôle. Oui. Vous voyez, il y a des objectifs de résultat. L'enseignant a des objectifs de résultat. Et il y a des règlements intérieurs liés à chaque profession, je pense. C'est des choses qu'il faut... C'est le suivi d'abord. C'est vrai, on a parlé du suivi des élèves. Mais le suivi, le contrôle aussi au niveau des enseignants. Et faire en sorte que ce contrôle soit sanctionné par des résultats. Mais si vous vous absentez, vous laissez de côté vos classes, et que vous alliez, comme le disait M. Berthet tout à l'heure, vous alliez d'abord passer les commandes de livres ou de fascicules, il y a un problème. L'État ne va pas honorer vos salaires alors que vous n'êtes pas dans les classes. L'enseignement, c'est un sacerdoce. Et ça, tout le monde le sait. Si à l'époque, déjà, on a eu à décrocher les enseignants, dans les années 75, c'est bien pour cela. Parce que l'enseignement, je le répète encore une fois, c'est ce sacerdoce. C'est ce citoyen que vous formez pour laisser à la disposition de l'État. Donc cela est très important. Il faut revenir à tout ça. L'état des lieux doit pouvoir nous démontrer qu'il y a certainement des données positives à conserver, à renforcer, mais s'il y a des données négatives, il faut les combattre. Pourquoi pas? Et faire en sorte que l'impunité, qui reste notre petit péché mignon, nous puissions faire l'effort de corriger cela. Pendant que vous parlez d'impunité, j'ai envie aussi de poser le problème de l'incivisme. Non, mais l'impunité traduit l'incivisme, Monsieur Yarasuba. C'est de cela que, quand vous faites l'état des lieux de la société ivoirienne,
c'est pas au bout de la chaîne. Déjà, au début, vous avez l'incivisme. Et aujourd'hui, ça va jusqu'à la maison. Oui. Et on nous dit d'ailleurs que certains parents ont peur de leurs enfants. C'est pas pour rien. Si papa reste à la maison le vendredi ou maman reste à la maison le vendredi, c'est pas l'enfant qui va refuser d'aller à l'école, à qui vous allez vous adresser pour dire qu'il va à l'école. Alors, mais toi, tu es là vendredi, chaque vendredi à la maison. Est-ce que tu as demandé la permission à ton patron? C'est ça. C'est ça la société ivoirienne. Il faut que nous ayons le courage de pouvoir apporter des solutions à certains de ces réflexes nocifs qui nous minent dans nos sociétés et qui nous minent dans nos communautés. Parce que finalement, l'enfant, c'était pour qui? C'était pour la société entière. Aujourd'hui, vous vous débrouillez avec vos enfants, comme on le dit. Alors, parlons de... Ce qui est intéressant, pour compléter, je pense que ce qui est intéressant, il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent, ils doivent faire leur autocritique. Parce que quand il y a ce genre d'émission, les gens s'asseyent confortablement au salon. Oui, ce sont les enseignants, Mais vous êtes parents. Oui, tout à fait. Si vous êtes dans votre voiture... L'enseignant lui-même est parent. Vous êtes dans votre voiture, vous vous arrêtez pas au feu rouge, parce que les Abidjanois sont spécialisés dans ça. Vos 2 enfants sont assis derrière, vous les envoyez à l'école. C'est quel comportement ça? Vous klaxonnez n'importe comment. Vous n'êtes même pas patient sur la route. Pendant que vous avez des enfants que vous en avez été victime, apparemment. J'observe à Abidjan, je vois l'incivisme des parents qui conduisent sur le trottoir. Et après, ils vont s'asseoir, suivre votre émission, se plaindre sur les enseignants. Mais vous êtes enseignant aussi quand vous êtes parent. Vous êtes parent d'élève. Et c'est le premier enseignant, c'est le père. J'ai jamais envie de dire que l'enseignant est lui-même un élève à la base. Un élève à la base du système. Oui. Donc, si vous avez des parents qui ont délocalisé le processus d'éducation, ils pensent que c'est l'enseignant, le prof qui est en classe, l'institutrice qui est en classe, l'instituteur qui fait le travail. Ils oublient qu'assis dans leur salon douillet, ils sont les premiers parents. Donc, les premiers enseignants. Oui, les premiers enseignants. Contrôlez ce que vous dites, contrôlez ce que vous regardez à la télévision, contrôlez les iPads, les iPhones. Ce n'est pas l'impunité totale à la maison. Mais si votre enfant est chef à la maison, c'est même pas la peine de reprocher à l'enseignant, à l'école, de régler le problème de discipline. Parce que tant qu'il ne réussit pas à régler le problème de discipline, il ne peut pas enseigner les mathématiques, il ne peut pas enseigner l'histoire. Donc il faut que les parents, assis à la maison, commencent à comprendre qui sont les premiers enseignants. Et leurs enfants portent les valeurs qu'ils leur transmettent. Tout à fait. Alors parlons aussi du niveau des enseignants. Parce qu'un enseignant qui n'est pas bien formé, c'est un danger pour les élèves. Quelque chose à dire sur le niveau de ces enseignants-là, oui, professeur? Si je me rappelle bien, nous avons eu, dans les années 90-92, le programme de valorisation des ressources humaines. Je crois qu'on a eu beaucoup de programmes sur l'éducation nationale. C'est des programmes qu'il faut passer en revue. Il faut capitaliser certains résultats. Certainement que c'est fait. Mais si ce n'est pas fait, il faut le faire. Parce qu'on a eu déjà des programmes de renforcement de capacité des enseignants de l'éducation nationale, en parlant du cycle secondaire, je me rappelle. Il y a eu même le programme d'appui et de remobilisation de l'éducation nationale, le PARMEN 1 et 2. Donc ce sont des résultats qui sont à l'éducation, qui restent des fonds qu'on peut capitaliser pour l'éducation nationale. Et pour revenir tout à l'heure à ce que vous disiez, vous me rappelez ce que vous étiez en train de dire. Sur le niveau des enseignants. Sur le niveau des enseignants. Mais c'est de cela. Est-ce que la formation des enseignants est irréprochable? Non, pas forcément. Il faut voir les programmes. Oui, il faut. Vous allez, nous qui avons suivi des cours d'instruction morale, aujourd'hui, vous demandez à un enseignant d'élaborer un cours de leçons morales et d'éthique. Mais si vous ne mettez pas en exergue les méfaits de la cybercriminalité, si vous ne mettez pas en exergue les méfaits de l'incivisme, de l'indiscipline, mais vous n'élaborez pas un programme pour des leçons de morale. Parce qu'il faut, je l'ai dit en début d'émission, il faut prendre en compte les exigences liées au milieu. Et ça, c'est important pour l'éducation nationale. Vous n'allez pas le faire sans cela. Et ça, c'est important de le faire. Et renforcer les capacités
en faisant en sorte que les anciens élèves soient partie prenante de l'école. Ça aussi, ce sont des acquis qu'il faut capitaliser. Promouvoir une sorte d'entrepreneuriat social des anciens élèves. Tout à fait. Cela fait partie. Pour moi, la formation des enseignants et voit le curriculum de leur formation important. Parce que le CAFOP, les CAFOP, l'École normale supérieure, sont là pour ça. Mais il faut qu'il y ait un groupe intermédiaire de fonctionnaires, d'anciens fonctionnaires qui ont travaillé dans l'éducation intègre, qui vont aider ces jeunes enseignants sur le terrain. Et la pédagogie, est-ce que la pédagogie qu'on enseigne au CAFOP ou à l'École normale supérieure change? De mon expérience aux États-Unis, les méthodes pédagogiques ne sont pas statiques. Tout à fait. Chaque année, on essaie de voir sur le marché, entre guillemets, des méthodes pédagogiques, ce qui correspond à l'évolution de la société et à l'évolution des enfants. Les enfants d'il y a 20 ans ne sont pas les mêmes que les enfants d'aujourd'hui. Les psychologues, les spécialistes des sciences de l'éducation, les sociologues se mettent ensemble pour créer des méthodes pédagogiques correspondant aux enfants de la société actuelle. J'ai l'impression qu'ici, nous sommes dépassés. Nos centres de formation enseignent à nos enseignants une pédagogie de 1970, alors qu'on a des enfants aujourd'hui qui sont connectés sur les réseaux sociaux. Donc vous vous rendez compte que les instituteurs qui vont sur le terrain ou les profs sont un peu perdus. Quand vous avez un enseignant qui peut aller sur YouTube, qui peut aller sur Facebook, il faut qu'il ait en face de lui un enseignant qui maîtrise un tant soit peu ce genre d'outils pour pouvoir travailler avec lui. Les multimédias sont importants. Voilà pourquoi dans la formation des enseignants, que ce soit instituteurs ou profs du secondaire, il faut qu'il y ait, on intègre l'éthique dans leur formation. Pourquoi pas, à leur sortie de l'école, chacun retrouve son poste avec un ordinateur. La Côte d'Ivoire peut se permettre de fournir ça. On a des partenaires extérieurs. L'instituteur arrive dans son école où le prof, il a déjà un ordinateur. Il peut déjà se connecter. Madame Sepi-Emma, vous êtes sensible à cela? Parce que Internet, ce n'est pas de la magie. Les bases de données sont là aujourd'hui. Moi, je rentre en classe, j'organise l'espace d'apprentissage. Tout est sur Internet. Mais il faut que l'enseignant puisse montrer à l'enfant, quand je dis l'enfant, il peut être au primaire ou au secondaire, comment retrouver les informations. Et en retrouvant l'information juste, il peut s'améliorer. Mais l'enseignant qui est censé faire ça, s'il ne sait même pas utiliser ces outils, vous avez des enfants qui sont assis en classe, sous la table, qui se baladent sur le net. Donc l'outil qui doit l'aider à se former devient finalement un outil dangereux parce qu'il ne sait pas l'utiliser pour sa propre formation. Donc, il faut remanier la formation des enseignants. Oui, M. Niro. Oui, je suis d'accord avec ce que dit M. Diakité, mais en même temps, avant de mettre tous ces moyens à la disposition des enseignants, vous posez la question de savoir le niveau par rapport, enfin, une question relative au niveau des enseignants eux-mêmes. Oui, mais le niveau des enseignants, c'est le reflet du niveau des élèves. Si vous voulez... Parce que les enseignants d'aujourd'hui sont les élèves d'hier. Voilà, tout à fait. Mais moi, je pense qu'il faut poser le problème au départ. D'abord, il faut revoir le mode de recrutement des enseignants. Parce que, comme l'a dit Madame Thiebi, nous avons des enseignants qui ont accès à cette fonction sans avoir passé le concours, ou bien ils ont acheté le concours, par le recrutement. Une fois que le recrutement des enseignants, dès lors que le recrutement des enseignants ne se fait pas dans les règles, ne se fait pas de manière avec crédibilité, des gens sont admis pour être instituteurs ou bien professeurs, soit rentrer au CAFOP ou bien à l'INS parce qu'ils ont payé ou bien il y en a même qui ne composent pas. Ce n'est pas général, mais ce sont des cas qui existent, on en parle. Donc il faut revoir, il faut assainir ce dispositif de recrutement. Et puis,
Monsieur Diakité a parlé de formation, effectivement. À part la formation continue, la formation initiale des enseignants à l'ENS et puis dans les CAFOP doit être poursuivie ou bien doit être accompagnée d'une formation continue, par une formation professionnelle, en créant vraiment si vous voulez, des espaces de formation régulière, pas les rencontres entre inspecteurs et puis enseignants, mais il faut des formations peut-être annuelles pour vraiment essayer de mettre les enseignants au même niveau que les nouvelles méthodes pédagogiques et pour améliorer ça. D'accord. Madame Sebi? Oui, en fait, pour revenir à la question, les questions du niveau de recrutement des enseignants. Voilà, je crois qu'ici sur le plateau, il y a quelqu'un qui disait comme ça que non, les instituteurs sont recrutés juste avec le BPC. Bon, il faut dire que le recrutement au niveau du BPC, au niveau de l'enseignement primaire, c'est certainement une volonté politique de l'État. Certainement qu'ils ont des raisons. Mais je peux vous dire, vous affirmer que ces personnes qui sont recrutées avec le niveau BPC, ils ne sont pas limités qu'au niveau BPC. La majorité, vous verrez peut-être l'expérience, la majorité de ces personnes-là qui présentent le concours avec le niveau BPC, très souvent sont des gens qui ont des diplômes universitaires. Ils veulent juste la sécurité de l'emploi dans bien des cas? Pas forcément. Parce qu'on se dit, si on a admis un concours de la fonction publique, on a une sécurité de l'emploi quand même. Il y a aussi ça. Et puis, comme on le dit, vous le savez, exercer dans l'enseignement, il faut quand même avoir la vocation. Absolument. Voilà, donc je crois qu'on ne doit pas omettre aussi... Tous n'ont pas cette vocation aujourd'hui, malheureusement. Oui, c'est possible. Donc, c'est pour revenir un peu au niveau du recrutement des enseignants. Et donc, je soutiens l'idée de monsieur le professeur. Il faut actualiser la formation des enseignants. C'est vrai que bon, le monde actuellement en pleine évolution, il y a les NTIC, il y a l'Internet, il y a beaucoup de choses. Et donc, il faut actualiser ces formations-là pour que celui-là qui doit former soit aussi à la pointe de l'information, à la pointe de la technologie pour transmettre le savoir aux enfants. Est-ce que vous sentez le besoin, quand vous êtes avec vos élèves, est-ce que vous sentez le besoin justement de l'intégration de cette nouvelle technologie de l'information et de la communication? Parce que les enfants à la maison, ils passent leur temps sur le téléphone ou la tablette de papa ou de maman. Quand ils se retrouvent avec vous, est-ce qu'il n'y a pas un besoin? Ils ne vous demandent pas, par exemple, votre téléphone? Bon, si, vous savez, les enfants de nos jours, ils sont friands des téléphones. Ils maîtrisent même des trucs sur les téléphones que le parent, l'enseignant même ne connaît pas. Voilà, donc c'est important qu'en tant qu'enseignant, on puisse nous-mêmes actualiser nos connaissances. C'est vrai qu'il y a la formation complémentaire, mais en tant que personne, il faut s'auto-former, il faut faire des recherches, il faut quand même essayer d'être à la pointe de la technologie. Bien sûr. Voilà, donc. Oui, professeur? Oui. C'est vrai que nous avons certainement débattu de la formation des élèves, mais il faut que nous puissions, c'est-à-dire la société elle-même, puisse se dire que la formation de l'élève ne doit pas forcément aboutir sur un diplôme. Le couple formation-emploi doit rester un champ de relation entre la formation que nous donnons à nos enfants et l'emploi. Qu'est-ce à dire? Cela veut dire tout simplement que l'enfant que nous formons, s'il a des capacités, s'il a des qualités qu'on peut détecter dès le bas âge. Il a un amour particulier pour l'automobile, pour la mécanique. C'est ce qu'on voit aux États-Unis, c'est ce qu'on voit un peu partout. Quand je dis que la formation, c'est-à-dire l'école, doit pouvoir s'imprégner des exigences du milieu, c'est de cela qu'il s'agit. Il en est de même pour l'enseignant. Bien sûr, parce que beaucoup d'entreprises se plaignent aujourd'hui, qui exercent dans des secteurs particuliers, se plaignent de ne pas avoir les ressources humaines qualifiées pour le secteur en question. Donc il y a cette question d'adéquation entre la formation et l'emploi. Bien sûr. Moi je crois que c'est des éléments essentiels. Je reviens à vous tout à l'heure. Madame Thiebi, vous voulez réagir? Oui. Parlant du niveau des enseignants, je voudrais aussi relever le fait que, en fait, souvent, on a l'impression que quand le ministère a dit l'école pour tous, c'est synonyme de succès ou admission pour tous. Voilà. C'est-à-dire tout le monde va aller à l'école, c'est obligatoire. Donc tout le monde doit aller en classe supérieure. Ça, c'est obligatoire. J'ai de bonnes notes, j'ai pas de bonnes notes, il faut que j'avance. Voilà, c'est ça. Et puis, on avance. Nous, au niveau de l'ONG, qu'est-ce qu'on a fait? On a des enfants qui sont
qu'on a récupérés qui étaient peut-être au CE1 que l'ONG prend en charge. Mais dès la première composition, ils ont été classés peut-être 54e sur 55. On a dit non, peut-être que l'enseignant s'est trompé et puis il a envoyé cet enfant au CE1 et au CE2. On retourne voir l'école. Bon, cet enfant-là, comme c'est l'ONG qui le prend en charge, nous, on ne veut pas prendre en charge des enfants qui n'ont pas le niveau. Donc, j'ai ramené des enfants dans les classes précédentes. C'est-à-dire, je leur ai dit, il faut que tu ailles en classe inférieure. Ils sont partis au CE1, j'ai ramené d'autres au CP1, CP2. J'ai fait comprendre aux parents que c'est vraiment important. Un enfant qui avance, qui n'a pas le niveau, ils ne comprenaient pas trop. On leur a dit, c'est crédit de connaissance. S'il n'est pas retourné pour aller payer, ça va lui créer des problèmes derrière. Et finalement, les parents ont compris, ils ont accédé à notre requête. Et puis, les enfants sont retournés. Et c'est ce que nous essayons de faire. Il y a aussi le problème des valeurs. Parce que Il revient. Tout à fait. Quand nous allons aux examens, on trouve que les enseignants n'ont pas le niveau. Mais quand on dit qu'ils sont recrutés, ils n'ont pas le niveau, mais c'est les mêmes enseignants-là qui les ont installés là-bas. Parce que quelqu'un qui vient, il va avoir bac pour aller passer concours. Il ne comprend rien. Ils viennent à l'oral, par exemple, en allemand, on a eu des cas. Quand il rentre, tu lui dis bonjour, guten tag, il te regarde. Hein? Il te parle d'autre chose. Bon, souvent, il a glissé un biais et puis il a la note. Mais celui-là, il sera il glisse le biais, il est dans la position du corrupteur. Bien sûr. Tu prends le biais. Le corrompu aussi. Quand on accepte de tomber dans la corruption, on oublie que celui avec qui on a pris de l'argent, demain, il peut se retrouver en train d'enseigner notre enfant. Et puis, ça dit ou être l'infirmier qui est censé nous faire une injection. Oui. Et ça peut mal se passer. Et malheureusement, on fabrique ces personnes-là sans le savoir. Donc, il va falloir une prise de conscience individuelle. Que personne n'est participé à ça. Très bien. Alors, messieurs, dames, moi, à vous entendre, vous avez une convergence de points de vue dans le sens où il faut une sorte de remise en cause, de faire des états généraux de notre école, de notre enseignement supérieur, de notre enseignement professionnel. Mais est-ce qu'il ne faut pas préalablement faire l'état général des valeurs en Côte d'Ivoire? Surtout que nous avons un chef de l'État qui promeut l'Ivoirien nouveau avec des valeurs. Hein? Oui, professeur? Moi, j'en ai parlé tout à l'heure. Vous savez, la promotion des valeurs fait partie du pilier du développement durable même, je dirais. Ça fait partie. Et j'ai souvent dit à mes étudiants, le développement n'a jamais été exogène. Le développement est endogène. Il faut compter sur ses réalités socio-économiques. Cela fait partie. Et l'homme fait partie de cette richesse. L'homme, c'est une richesse. Mais cette richesse doit pouvoir être arrosée de valeurs. Voyez-vous, nous parlons très souvent de nos traditions. Mais c'est des traditions collectives qui se transmettent de génération en génération. Et vous allez voir que dans ces traditions, il y a des holas, c'est-à-dire des choses que vous ne devez pas faire. Si vous le faites, vous êtes puni. Donc, la punition fait partie... La censure. La censure fait partie de certaines valeurs. Nous avons arrosé trop d'antivaleurs au sein de nos sociétés. Trop de non-dits qui sont devenus des antivaleurs. Je crois qu'il est temps, effectivement, de regarder ces convulsions assez inquiétantes de notre société. Et prendre le taureau par les cornes. Et prendre le taureau par les cornes, merci du mot. Non. Et surtout, ce sont les adultes. Bien sûr. Je reviens sur les adultes. Parce que si nous prenons de la hauteur, que nous regardons, nous faisons le bilan de notre société, vous allez voir qu'à tous les niveaux se retrouvent ces adultes. Bien sûr. Alors, dans ce diagnostic, on peut... À propos du développement endogène... je reviens... Bon, enfin, allez-y. À propos du développement endogène, je vais questionner un peu ce document du PASEC. Je me suis toujours posé la question, pourquoi les grandes régions de Côte d'Ivoire ne peuvent pas produire un document comme le PASEC l'a produit au niveau de l'éducation nationale pour jauger le niveau de l'éducation à travers les disparités au niveau de l'éducation sur l'ensemble du territoire. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'un document du PASEC qui intègre différents pays. Vraiment, un rapport local, national. Oui, il faut qu'on le fasse régulièrement.
Comme ça, on a un, comment on dit ça, snapshot, comment on dit ça? Un tableau de bord. Un tableau de bord régulier. Je pense que le ministère doit avoir les moyens de le faire. Au lieu d'attendre un document de 440 pages qui intègre tous les pays. Donc, de manière endogène, on peut le faire régulièrement. Toutes les parties prenantes, comme je le disais. Alors, j'aimerais aussi... Oui, Mme Thierry. Quand tu dis les ministères doivent... En principe, c'est ça. Mais regardez un peu. Quand vous voyez le niveau des enfants en classe, et qu'en fin d'année, après les examens, que le ministère nous dit il y a eu 40% d'admis. Or, quand vous-même, vous voyez les enfants que vous avez encadrés là, souvent vous vous dites ceux-là. C'est-à-dire, pour qu'il y ait 10%, mais ça ne sera pas évident. Mais si le ministère doit produire un document, ça sera que c'est bon, c'est positif. Je ne sais pas si vous voyez un peu. D'accord. Non, ça peut vouloir aussi dire que chez vous, peut-être il y a 10%, mais à Napier, quelque part dans le nord de la Côte d'Ivoire, peut-être là-bas, il y a 60%. Donc, il y a peut-être un équilibre. C'est pour ça qu'on parle de moyenne. Alors, j'aimerais quand même, pour les 5 dernières minutes qui nous restent à clôturer cette émission, qu'on parle un peu des infrastructures. C'est vrai qu'il y a eu un bon qualitatif en termes de nombre de salles de classe, de nombre de tables bancs, mais il reste des choses à faire. Ouais, j'aimerais qu'on touche du doigt la question de l'hygiène à l'école. Dans bien d'écoles en Côte d'Ivoire, il y a des toilettes qui sont pas praticables. N'est-ce pas, Madame Sepi? Oui, bien sûr. Bien sûr, effectivement, dans certains établissements, il y a des toilettes vraiment qui ne sont pas vraiment adaptées. Et pour les enfants, parce qu'ils sont tout petits, ils sont vraiment fragiles, ils sont vulnérables même à certaines maladies. Et donc, je crois que c'est un problème qu'il faut vraiment solutionner au plus vite. Il faut le faire. Et comme vous l'avez dit tantôt, c'est vrai, l'État a déjà fait beaucoup en termes d'infrastructures au niveau de l'enseignement, mais il faut quand même faire plus. Il faut faire plus parce qu'actuellement, nous avons même des écoles dans les zones reculées, dans les zones rurales, des écoles sans toiture, des salles de classe, je peux dire... à l'air libre. À l'air libre, et c'est vraiment pas Monsieur Agnero, une bonne image. Un mot sur l'environnement dans lequel les enfants... Mais tout à l'heure, vous avez parlé d'hygiène à l'école. Je n'ai pas bien compris votre question. Vous voulez parler des infrastructures d'hygiène ou bien de l'entretien des infrastructures? Des infrastructures de façon générale. C'est pour ça que j'ai précisé en parlant des toilettes notamment. Le cadre de vie, si vous voulez. Le cadre de vie, mais les infrastructures... C'est vrai, l'État a fait des efforts, ça, il faut le reconnaître. Beaucoup d'écoles sont construites, mais il faut apporter... d'autres commodités comme les infrastructures d'hygiène, il faut que les élèves se sentent à l'aise. Et puis moi, je souhaiterais même que les élèves soient associés même à l'entretien de ces Absolument, créer des clubs d'entretien dans les écoles. Plus les élèves sont impliqués dans l'entretien, plus ils en prendront soin. Et puis, il ne faut pas limiter aussi l'infrastructure seulement au bâtiment. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Il faut associer peut-être les outils numériques, comme le disait tantôt Madame, pour amener les enseignants eux-mêmes à être au niveau, à être à l'ère du temps dans l'enseignement. Et puis, on a parlé des librairies par terre, c'est ça? C'est cela. Mais je pense qu'il faut multiplier. Généralement, les librairies ici, pour ce que je sais, ce sont des centres de commerce pour vendre les journaux, enfin les ouvrages scolaires. Mais je pense qu'il faut multiplier d'autres librairies à l'image de la librairie nationale, de la bibliothèque nationale, c'est plutôt des bibliothèques, pour inciter les élèves à lire beaucoup. Parce qu'il y a peu de... On parle du niveau des élèves au niveau de la compréhension orale et écrite, mais il y a peu de librairies de bibliothèques. On peut faire des bibliothèques communales. Pour inciter les élèves à beaucoup lire, à avoir des initiatives qui peuvent amener les élèves à aller vers la lecture, donc à améliorer leur vocabulaire et leur niveau d'expression. Je pense que ce sont des solutions auxquelles on peut réfléchir, des réflexions auxquelles on peut réfléchir pour apporter des solutions. Oui, si c'est nouveau, c'est pour ça que la Bolissi est en train de constituer sa librairie et sa bibliothèque. Et nous avons notre patrimoine qu'on n'en trouve pas, on n'en trouve nulle part dans les librairies classiques. Et la Bolissi a participé plusieurs fois au Salon international du livre, où il est venu avec tous ces documents pour venir présenter à nos populations. Et nous invitons à travers ce plateau pour dire que nous avons des bibliothèques où nous sommes prêts
accueillir toute personne qui veut se documenter. Ah bon? Donc la Bolissi a ses patrimoines. Et l'accès est gratuit? Oui, bien sûr. Bon, oui, l'accès est gratuit. On est en train de constituer des choses, puisque bon, on a des étudiants souvent, quand ils ont des difficultés de certains lieux, on nous appelle et puis on leur prête ces documents-là. Mais nous, on ne les vend pas. Voilà, vous prenez, vous partez lire, vous faites tout ce que vous voulez, vous nous ramenez, on met ça dans nos bibliothèques. On a près de 500 livres où j'aimerais un jour que M. Diarassoua vienne avec ses groupes pour venir. Ben, j'attends l'invitation. Voilà un peu. Sinon, la Bolissi a sa bibliothèque et il le met à la disposition de nos populations pour tout. D'accord. Alors, si vous étiez à ma place, quand vous disiez il reste 2 minutes pour terminer l'émission, moi, je voulais quand même partagerai à chacun 15 ou 20 secondes. Oui, allez-y, professeur. Rapidement, je voudrais associer aussi, je dirais, les communes, les collectivités locales. Les collectivités locales. Je sais qu'il y a eu pas mal de problèmes autour des COJES, mais je pense que les collectivités locales, à travers les régions, à travers les communes, doivent être associées à l'école. Ça, c'est vraiment très important. Je pense qu'en parlant de toutes les parties prenantes, nous faisons un clin d'œil à tout ce monde-là, collectivités locales, et même la chambre des rois et des chefs traditionnels dans certaines régions. Il faut que tout le monde soit partie prenante dans cette école-là, pour que nous faisions la promotion des valeurs. Bien sûr. Bon. M. Berthet. OK, bon, pour nous, il faut que la vente des livres à l'école s'arrête. Que nous interpellons le chef de l'État lui-même. La manière il a pris la décision pour supprimer les COJES, qu'il interdit aussi fermement les ventes des ouvrages dans les établissements. C'est entendu. Madame Thiebi. Je voudrais interpeller les parents. Quand les enfants ont bien travaillé, vous pouvez leur offrir des livres plutôt que de leur donner souvent des tablettes qui ne leur serviront pas à grand-chose. Mais la tablette aussi, il peut y avoir beaucoup de livres dedans. Mais en réalité, ça les amuse. D'accord, très bien. Comment on dit merci en allemand? Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön à vous en tout cas. Monsieur Agnero. Oui, je vais tout simplement dire que tout ce que nous avons dit, au-delà de tout ce que nous avons dit, le problème de l'école ivoirienne relève d'une crise de valeur morale. Donc, il faut redonner à l'école sa valeur. Sa valeur fait comprendre aux apprenants qu'ils vont à l'école pour être des citoyens, des hommes utiles à la cité. De ça demande aussi l'implication de toutes les parties, y compris les pouvoirs publics qui ont en charge la mission d'éducation, mais aussi les parents d'élèves, les enseignants et les élèves surtout eux-mêmes. Madame Sebi. Oui, monsieur, je voudrais d'abord vous dire merci. Je vous en prie. J'ai commencé mes propos à l'entame de cette émission en disant que l'école ivoirienne va mal. C'est un constat général que nous faisons. Et je terminerai par dire que l'école ivoirienne va mal. Et il est important que chaque acteur du système éducatif puisse voir sa part de responsabilité et voir dans quelle mesure apporter des solutions pour y remédier. D'accord. Merci beaucoup. Docteur Isiaka Diakité Kaba. Pour moi, l'environnement de l'école, les collectivités doivent être impliquées. Quand vous avez parlé d'infrastructures, au lieu de construire des écoles qui restent souvent à l'abandon, il faut inclure dans une école des laboratoires. Quand moi je grandissais, il y avait des laboratoires dans les écoles où on faisait des expériences. C'est cela? Moi, le lycée où j'ai fréquenté à Koumassi, effectivement, il y avait un labo. Des laboratoires, des bibliothèques, toute l'infrastructure. Et on n'a pas parlé aussi d'art plastique. Quand un enfant grandit, tous les enfants ne vont pas faire de gros diplômes. Il faut à chaque niveau du système pouvoir détecter les enfants. Voilà. Donc il y a certains qui deviennent des grands musiciens, des grands artistes. Tout ça, il faut que l'école, dans son évolution, puisse détecter tout ça. Donc quand on construit une école primaire, un lycée, il faut qu'il y ait les infrastructures pour l'épanouissement de l'enfant. Ensuite, il faut qu'il y ait un concours entre les régions. La notion de collectivité est importante. Chaque grande région en Côte d'Ivoire a des cadres. Au lieu qu'on attende toujours que le ministère fasse quelque chose, il faut que ces cadres-là se mettent au travail. Il faut qu'ils offrent des bibliothèques à leur région. Et c'est important. Le ministère ne peut pas tout faire. Au lieu de courir vers le week-end pour aller respirer l'air frais là-bas, il faut construire des bibliothèques chez vous.
Très bien. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté notre invitation, d'être venu faire le débat sur l'école ivoirienne, qui est notre affaire à tous. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes, de nous avoir suivis. Le dimanche prochain, on poursuit le débat. On espère cette fois-ci avoir quelques membres du ministère de l'Éducation nationale. Si vous êtes sociologue, pédagogue, acteur de l'école ivoirienne, que vous souhaitez participer à ce débat, n'hésitez pas à nous écrire également à info@nci.ci et vous serez invité à participer à NCI 360. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.